Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est un immense honneur d'accueillir ce soir le professeur Christian Perron, chef de service en infectiologie à l'hôpital de Garches, pour cette conférence sur la maladie de Lyme, une évidence qui avance. Donc vous pourrez à l'issue de cette conférence faire dédicacer son ouvrage, en partenariat avec la librairie Point Virgule. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet visiblement extrêmement d'actualité puisque malheureusement beaucoup de personnes sont restées dehors. Donc nous organiserons une prochaine conférence à l'automne avec le professeur Perron qui sera obligé de revenir dans le Cantal. Merci d'être venu. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à remercier Monsieur Matonnier, donc maire d'Aurillac, qui a été très sensible à notre cause, ainsi que Monsieur le député président du Conseil général Vincent Descoeurs, et sans ces personnes-là, nous n'aurons jamais pu mettre en place cette conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet accueil. Je suis impressionné de voir autant de monde. Je suis désolé pour les personnes qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres qui se retrouvent dehors sous la pluie. Ça me fait beaucoup de peine. Mais malheureusement, je me perçois dans toutes les régions de France maintenant, et même en Belgique, c'est la même chose, qu'il y a une préoccupation majeure. Et je pense que les gens ne font pas des centaines de kilomètres comme ça par hasard, ceux qui sont touchés dans leur vie, dans leur entourage, et que c'est un grave problème de santé publique. Alors, je remercie Alexis Lacou, qui est resté très discret, mais qui a travaillé dans mon hôpital. Donc c'est peut-être un peu à cause ou grâce à lui que je suis ici aujourd'hui, parce qu'il fait de la radiologie. Il a été dans le service de radiologie de Garches, on s'est connus à l'époque. Il s'est intéressé à la maladie de Lyme, et je remercie Isabelle, sa femme, qui ont beaucoup œuvré. Et puis j'espère que, parce que je sais que monsieur le député doit revenir dans l'avion ce soir, donc je ne sais pas s'il aura le temps de nous rejoindre, mais bon, en tout cas, merci. Donc je vais vous parler de... Je vais d'abord faire un petit topo, puis après on pourra répondre à vos questions. Attendez. Ça marche avec les flèches, ça marche plus. Le sabotage. Il y a quelqu'un qui s'y connaît en ordinateur. Moi, je suis un pauvre médecin un peu perdu. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, la maladie est causée par les tiques, et les tiques, pourtant l'humanité est exposée aux tiques depuis des millénaires, mais ça n'a jamais fait peur, contrairement à d'autres bestioles, parce que vous en avez tous vu sur vos chats, vos chiens, vos vaches, vos poules et vos chevaux. Et en fait, c'est des petites seringues à pattes qui transmettent des microbes depuis des millénaires d'une espèce animale à une autre. Puis nous, on a un animal au milieu de la chaîne de temps en temps. Et ça peut transmettre... Dans une tique, on sait qu'on peut avoir plusieurs dizaines de microbes différents, des bactéries, des virus, des parasites. Bon, heureusement, beaucoup ne sont pas du tout nocifs pour l'homme, mais on commence à réaliser qu'on connaît très peu, qu'il y a peut-être plus de microbes responsables de maladies qu'on ne croit, mais pour l'instant, là on reste sur la maladie de Lyme, il y a vraiment d'autres choses qu'on ne connaît pas bien dans ce domaine. Alors ça c'est la petite bactérie spiralée, en forme de petit ressort, qui est la Borrelia, la maladie de Lyme. C'est un groupe qu'on appelle spirochète, ça s'écrit spirochète, mais ça se prononce spirochète en grec. Ça veut dire une bactérie en forme de spirale, comme le tréponème de la syphilis, ou comme d'autres bactéries, l'Helicobacter pylori qui donne l'ulcère de l'estomac. C'est des bactéries qui peuvent être très mobiles et puis changer de forme et se cacher, puis rester immobiles dans l'organisme. Alors pourquoi on appelle ça la maladie de Lyme? Parce que la ville de Lyme, c'est une petite ville du Connecticut, donc à 150 km de New York, au nord de Long Island, où la maladie a été décrite il y a maintenant presque une quarantaine d'années,
où il y a une épidémie soudaine, où tous les gamins sont tombés malades dans les écoles, avec des arthrites énormes, avec de la fatigue, des problèmes cardiaques, neurologiques, des tableaux de sclérose en plaques, qui inquiétaient les autorités américaines. Et ils ont pensé qu'à l'époque, c'était une maladie nouvelle, locale, régionale, et que, bon, ils assistaient, et ils avaient complètement focalisé sur l'atteinte articulaire, parce que c'est vrai qu'à l'époque, cette maladie donnait des atteintes articulaires assez spectaculaires, ça s'est atténué avec le temps, et ils avaient appelé ça l'arthrite de Lyme au départ. En fait, on sait maintenant sur des publications scientifiques que cette maladie ou des maladies associées, parce que tout n'est pas le Lyme au sens strict, il y a des maladies proches qui existent depuis la nuit des temps, on va le voir, que des médecins cliniciens en Suède, en Allemagne, en France avaient déjà décrit des formes de la maladie à la fin du 19e siècle et tout le long du 20e, et avaient même repéré le rôle des tiques. Certains avaient dit que c'était une bactérie, certains avaient même dit que c'était des spirochètes, c'était une bactérie spiralée, mais on ne les avait pas cru en disant qu'ils avaient un peu trop bu avant de regarder dans leur microscope et que ce n'était pas possible. Et certains avaient déjà publié que les antibiotiques marchaient, mais d'autres ne les croyaient pas. Donc, en fait, c'est une maladie très ancienne. Et un petit peu le gros problème de cette maladie, c'est que les experts américains qui ont redécouvert ça à l'époque, pendant plus de 10 ans, ont refusé de faire tout lien avec ce qui avait été décrit en Europe depuis près d'un siècle. Ce qui est un peu dramatique, parce qu'il y a comme une occlusion totale dans leur pensée. Et on s'aperçoit. Alors, on focalise sur la maladie de Lyme. La première bactérie s'appelle Borrelia burgdorferi, du nom de M. Burgdorfer. Mais en fait, les Borrelia, il y en a des vingtaines, voire plus d'espèces, qui peuvent donner des maladies de Lyme typiques ou très proches de la maladie de Lyme typique. Et il y a des borrélioses qui donnent ce qu'on appelle les fièvres récurrentes. Ce sont des fièvres qui reviennent régulièrement. On sait maintenant que la moitié des fièvres en Afrique, c'est publié dans des articles scientifiques très sérieux, ce n'est pas des paludismes, c'est des borrélioses. Mais comme il n'y a pas de test diagnostic pour les borrélioses, on ne diagnostique jamais la borréliose. Si vous avez 42 fièvres en Afrique, c'est toujours le palu, même si votre test palu est négatif. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Alors, au-delà, quand j'avais ma dernière fille qui était, parce que j'ai 4 filles, alors c'est un problème dans la vie d'avoir 4 filles, je suis toujours en minorité, mais ma dernière fille a passé 1 an aux États-Unis. Quand je suis allé la rechercher avec ma femme, on a visité Lyme quand même. Et donc c'est Old Lyme, qui est la vieille ville et très rurale, avec beaucoup de verdure, en bordure du fleuve Connecticut, avec beaucoup de tiques dans le coin. Alors en fait, c'était pas du tout nouveau à Lyme, parce qu'on l'a su récemment, ça c'est une publication dans Science il y a quelques années. On s'est aperçu, c'était des randonneurs dans le Tyrol qui ont découvert un cadavre au bord du chemin. Au départ, c'est d'ailleurs la police qui s'en est occupée pensant que c'était un homicide, mais en fait c'est un brave chasseur du néolithique qui avait été tué par une flèche qui est tombée dans une crevasse d'un glacier et qui a été congelé pendant plus de 5000 ans. Et quand on l'a retrouvé avec la fonte des glaces dans le Tyrol, lui, il a eu de la chance par rapport à nos malades, c'est qu'il a eu des millions d'euros de l'Union européenne pour étudier sa momie. Donc lui, il a eu tous les meilleurs biologistes qui sont penchés sur son ADN, sur ses gènes. Et, aux surprises, ce monsieur avait, pas exactement la maladie de Lyme moderne, parce qu'en 5000 ans ça a évolué, mais il avait une maladie très proche, avec une bactérie Borrelia qui était assez proche de Borrelia burgdorferi. Et c'est amusant de savoir que ce monsieur avait des tatouages thérapeutiques sur les articulations. Ça se faisait à l'époque. Il avait consulté les gourous de l'époque. Il avait dans sa besace des plantes médicinales montrant qu'il utilisait déjà la phytothérapie il y a plus de 5000 ans. C'est amusant quand on lit son histoire. Alors ça c'est la tique telle que vous la voyez. Ça c'est la femelle bien gorgée de sang, dont le corps est passé de quelques millimètres à plus d'1 centimètre. Ce corps gonflé en forme de ballon de rugby, c'est bourré d'œufs, des milliers d'œufs qui vont... Parce que quand la tique va se décrocher, elle va mourir, elle va libérer ses œufs. Alors ça, c'est facile à repérer si vous l'avez sur le ventre, la cuisse ou devant vous. Quand c'est dans le dos, ça ne se voit pas toujours. Ça peut être indolore, quelquefois ça gratouille, ça fait un peu mal, mais pas toujours. Quelquefois, la plupart du temps, on ne sent rien du tout. Et après, elle va se gorger de sang pendant 2-3 jours, se décrocher, puis vous ne voyez rien. Mais malheureusement, il y a des mini-tiques, les bébés, alors les larves, ça fait 1 mm, les nymphes, ça fait 2-3 mm. Moi, je n'avais jamais vu de nymphe, j'ai vu par hasard un monsieur que j'avais croisé
il y a quelques mois qui avait une nymphe ou une larve plantée dans l'avant-bras. Heureusement que j'avais mes lunettes, hein, parce qu'on voit le petit derrière entre deux poils, c'est minuscule. Hein, et il faut savoir que ces formes minuscules sont contaminantes. Donc quand elles vous piquent dans les cheveux, dans le dos, dans un pli, vous ne les voyez pas forcément. C'est pour ça qu'on conseille au retour de la nature, de la forêt ou d'une activité de jardinage ou autre, de se faire inspecter dans le dos pour voir si on n'a pas une petite nymphe cachée dans un coin. Et c'est pour ça que 3 fois sur 4, les gens qui ont la maladie de Lyme ou une maladie transmise par les tiques n'ont aucun souvenir de la piqûre de tique. Parce que souvent, c'est ces mini-tiques qui vous, même quelquefois dans le conduit auditif. Alors, ce fameux érythème migrant, c'est non officiel, qui avait été donné par un Suédois au début du XXe siècle. Ce mot migrant prête à confusion parce que quand on ne traite pas du tout de maladie de Lyme, il y a l'érythème primaire qui est autour de la piqûre, cette rougeur un peu d'habitude en cocarde, on ne voit pas bien la cocarde, mais souvent c'est plus foncé en périphérie, parce que là la tique elle est pas bête pour se cacher, elle pique souvent dans le nombril, et ça se diffuse autour. Et pourquoi on appelle ça migrant? Parce que quand c'est pas traité, quelquefois apparaissent des érythèmes à distance. Donc pour en avoir une, on peut avoir plusieurs cocardes sur le corps. C'est pour ça que Afzelius, qui avait décrit ça, avait appelé ça érythème migrant. Mais ça prête à confusion, parce que j'ai encore vu récemment dans des comptes rendus de médecins dire ben non, ce monsieur, il a pas, cette dame n'a pas un érythème migrant parce que la tache n'a pas migré. Et ça ne migre jamais, cette tache, elle reste sur place, elle s'étend. Après, elle peut disparaître toute seule, elle peut rester quelques jours, disparaître, elle peut rester des semaines, des mois, ou disparaître et puis revenir, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui ont des érythèmes migrants non traités qui peuvent durer des années, et ça peut aller de 2 cm à 60 cm de diamètre. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que, bon, maintenant les médecins commencent à mieux connaître, mais il y a quelques années, on leur avait appris à la fac que la maladie de Lyme c'était très rare, que c'était quelques cas aux États-Unis. Donc quand ils voyaient des plaques comme ça, ils ne pensaient pas du tout à la maladie de Lyme. Alors souvent ils envoient au dermatologue qui biopsie, et ça c'est un drame, parce que souvent quand on biopsie ces lésions, assez souvent c'est des lésions dans les tissus de cancer de la peau, c'est-à-dire de lymphome cutané. Et j'ai encore vu récemment dans des grands CHU parisiens des malades qui avaient des érythèmes migrants qui guérissent en 2 semaines d'antibiotiques banales, mis en chimiothérapie pour cancer de la peau. Ce n'est pas des blagues, hein, je peux vous dire, des dossiers, malheureusement. Comme les gens ne connaissent pas Lyme, ça n'existe pas, c'est rare, c'est jamais diagnostiqué. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Je ne jette pas du tout la pierre aux médecins, parce que pour les médecins généralistes, la médecine c'est de plus en plus dur, ils doivent tout savoir dans tous les domaines. On leur a appris à la fac que c'était rare, ils ne connaissaient pas bien. Et souvent, quand ils voient un érythème migrant, ils disent vous avez une plaque d'allergie, un peu d'eczéma, ou c'est rien, une piqûre d'araignée. Et puis il y a des mini-érythèmes migrants, c'est publié par des dermatologues aux États-Unis, ça peut faire la taille la taille d'une pièce de monnaie. Et moi je vous défie d'aller voir votre médecin avec une tache rouge de la taille d'une pièce de monnaie, en disant vous me donnez 2-3 semaines d'antibiotiques. C'est pourtant la recommandation de la Haute Autorité de Santé, mais aucun ne veut le faire. Et sans faire de sérologie surtout, qui n'est pas recommandée à ce stade, car presque toujours négative. Donc souvent, les médecins demandent une sérologie qu'il ne faut surtout pas demander à ce stade. Et malheureusement, comme les médecins sont un petit peu sous la pression de la caisse d'assurance maladie qui leur dit qu'il ne faut plus donner d'antibiotiques, c'est moi qui ai lancé le mouvement contre les antibiotiques du temps du premier ministère de Kouchner. Donc c'est moi qui avais prévenu le ministère de la Santé qu'il fallait faire gaffe avec les antibiotiques. Il ne faut pas me dire que je suis un inconscient sur ce domaine, je connais parfaitement le problème de la résistance aux antibiotiques et sa prévention. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi, ce n'est pas la doxycycline et tout ça qui pose un problème de santé publique dans la résistance. Ça n'a rien à voir. La résistance aux antibiotiques qui tue, c'est à l'hôpital, des gens en chimiothérapie, en réanimation, avec des antibiotiques sophistiqués qui n'ont rien à voir avec ça. Enfin, c'est comme ça, on amalgame tout maintenant. Et très souvent, le médecin demande une sérologie, et si vous n'avez pas la sérologie positive, je ne vous traite pas, ce qui est pour moi une faute médicale. Et quand malheureusement, c'est presque souvent sous la torture parce que le malade l'embête beaucoup, le médecin dit bon, allez, vous m'embêtez, je vous fais une ordonnance d'antibiotiques. Il va donner une mini-dose pendant un nombre de jours insuffisant. Et moi, je vois tous mes malades, ils arrivent avec les ordonnances des médecins, ils ont 1,50 g d'amoxicilline pendant 5 jours. Ce n'est pas le traitement officiel de la Haute Autorité de Santé d'un érythème migrant. La Haute Autorité de Santé dit c'est 4 g d'amoxicilline pendant 2 à 3 semaines. Ou 200 mg de doxycycline pendant 2 à 3 semaines. C'est la recommandation officielle en France. Et alors, le comble du comble,
c'est que j'ai vu des malades et des médecins se plaindre auprès de moi que la caisse d'assurance maladie, quand le médecin avait prescrit la bonne dose, la bonne durée, avait eu des pressions confraternelles pour leur dire que ce traitement ne serait pas pris en charge car il était à trop forte dose et trop long, et qu'il fallait revoir à la baisse. Alors ça, c'est un scandale complet. Je le dénonce parce que si on fait ça, ça veut dire que ces malades, dans quelques années, vont être grabataires ou dans des situations, pas tous, mais quelques-uns vont être dans des situations médicales terribles qui vont coûter beaucoup plus cher à la sécurité sociale qu'une semaine de plus d'antibiotiques qui coûtent pas cher. Alors voilà, chez l'enfant, un érythème migrant, là on voit mieux l'aspect en cocarde périphérique où c'est plus foncé autour. Mais ce gamin, il n'avait pas eu un diagnostic de Lyme, je peux vous dire. Alors ça, c'est un autre qui avait dû être piqué dans le périnée avec une espèce d'érythème en aile de papillon. Et ça, c'est les érythèmes secondaires. On ne le voit pas très souvent, en fait. C'est les gens qui ne sont pas traités au début et qui, la bactérie dissémine. Vous voyez ces grands, je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, des grands rangs rouges sur les fesses, le dos, qui font plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. Et ça, c'est ce qu'on appelle les érythèmes migrants secondaires, qui témoignent déjà d'une phase secondaire de la maladie. Alors là, je suis désolé, la photo n'est pas très claire, mais si vous voyez bien, c'est un enfant qui a une boule rouge sur le lobule de l'oreille. Ça, c'est caractéristique de la maladie de Lyme, comme l'érythème migrant est caractéristique. Si un médecin va à un érythème migrant, ça ne peut pas être autre chose. C'est la maladie de Lyme et vous devez traiter immédiatement par antibiotiques sans test. C'est pareil si vous avez cette boule rouge qui s'appelle le lymphocytome borrélien. C'est un diagnostic clinique, c'est la maladie de Lyme, ça se traite. Surtout ne biopsiez pas, si vous biopsiez ça, c'est encore une image de cancer cutané. Je vous le dis au cas où. Donc on peut avoir ces borréliomes quelquefois sur le mamelon, le scrotum, mais le plus souvent, donc si vous avez une boule rouge au bout de l'oreille, c'est une maladie de Lyme, il n'y a pas besoin de chercher un autre diagnostic. Alors, je ne vais pas faire toute la médecine parce que sinon on y sera encore demain, mais quelques exemples. La paralysie faciale dite affrigorée, c'est très fréquent dans la population. Des gens qui d'un seul coup ont la bouche de travers, un œil qui ne se ferme pas bien. Ils vont voir leur médecin qui fait plein d'examens, qui dit oh, bah, c'est un coup de froid, mon pauvre monsieur. C'est affrigoré en latin, ça veut dire c'est dû au froid. En fait, c'est des maladies infectieuses, donc beaucoup sont des maladies de Lyme. Alors, tout n'est pas Lyme, on va voir qu'il y a des co-infections possibles, mais pour moi, une paralysie faciale affrigorée, ça se traite par antibiotiques, ça ne se traite pas par cortisone, je ne sais pas quoi. Mais malheureusement, comme les tests diagnostiques du Lyme sont la plupart du temps négatifs, ce n'est pas pris en considération. Comme par hasard, vous verrez que ça survient souvent après une promenade en forêt et tout ça, mais les gens font pas le rapport. Alors, là, je vais vous résumer en une plaque un peu toute la médecine, c'est-à-dire que ça peut donner tout et n'importe quoi. Alors, le stade primaire, c'est l'érythème migrant. Alors, le drame de l'érythème migrant, c'est que les gens le constatent une fois sur deux. Donc, si vous n'avez pas vu la tique, c'est 3 fois sur 4. Vous n'avez pas vu l'érythème migrant une fois sur 2. Et si quelques semaines après, vous avez de la fièvre, des maux de tête, vous avez des problèmes de concentration, une fatigue inhabituelle, des douleurs partout, on ne fait pas le lien avec la piqûre de tique ou une activité qu'on a eue dans la nature. Et alors, dans la description classique, il y a les stades secondaires et tertiaires. Ça a été copié un petit peu avec la syphilis. Autrefois, quand il y avait beaucoup de syphilis, il y avait le stade primaire qui était le chancre sur le zizi ou la vulve, et puis après, il y avait le stade secondaire, tertiaire. Donc secondaire, c'est quelquefois, ça arrive que les jours après, les personnes peuvent avoir des signes généraux, de la fièvre, des maux de tête, mais habituellement c'est plutôt quelques semaines après ou quelques mois. Et puis le stade tertiaire, alors ça peut être des mois, des années après, c'est-à-dire qu'on peut vraiment développer une maladie très grave des années après une piqûre de tique. Alors ces atteintes sont chroniques, alors ça peut être cutané. On a vu les érythèmes migrants chroniques, mais il y a d'autres choses, de l'eczéma, du psoriasis, des tas de trucs. Neurologiques, ça peut donner toute la neurologie centrale, des accidents vasculaires cérébraux, des psychoses, des manifestations périphériques. Ça peut donner des myélites transverses, les gens vont se promener dans la forêt, puis après ils sont paralysés, paraplégiques, ils vont en neurologie, on leur dit vous avez une myélite transverse auto-immune, en fait c'est un Lyme, personne ne pense au Lyme. Ophtalmologique, ça peut donner tout, rétinite, UVI, tout ce qu'on veut. Psychiatrique, alors là, il y en a un paquet. Alors, beaucoup de gens tombent dans la dépression subitement, font des psychoses, de schizophrénie, articulaire, musculaire, osseux, cardiaque. Alors, cardiaque, c'est pas très fréquent, mais quand il y a des formes cardiaques sévères,
Je connais des histoires où des enfants, des adultes sont morts de la maladie de Lyme par des atteintes cardiaques aiguës. Je connais un collègue américain qui a fait une maladie de Lyme sévère qui a été sauvé par la transplantation cardiaque. C'est pas toujours de la rigolade. Plus souvent, c'est des troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui bat trop vite ou pas trop lentement, des extrasystoles, mais de temps en temps, il y a des insuffisances cardiaques, et puis des anévrismes aussi de la aorte et tout ça qui peuvent être dus à la maladie de Lyme. Alors, il y a toujours un fond commun, 9 fois sur 10, de fatigue et de douleur. Alors dans la salle, je suppose qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui sont fatigués, qui ont un peu mal, mais c'est tellement commun qu'on ne fait pas attention, mais alors ça peut être bénin, mais dans la maladie Lyme, souvent ça peut être très invalidant. Des gens qui du jour au lendemain, le cadre dynamique, qui sautaient d'un avion dans l'autre, toujours à 100 à l'heure, et qui d'un seul coup dit « je suis comme un légume, je ne peux plus me lever le matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal partout, puis des douleurs souvent migratrices, je ne peux plus me concentrer, j'ai des troubles de mémoire ». Et c'est pas si rare que ça. Ils vont voir leur médecin qui dit mon pauvre vieux, c'est le surmenage, c'est le stress, c'est votre femme, votre chien, votre je sais pas quoi. Et puis on donne des anxiolytiques, après ça ne marche pas, les antidépresseurs, après ça ne marche pas, on va en psychiatrie. Et malheureusement, j'en connais beaucoup qui sont internés en psychiatrie, parce que le médecin va convaincre toute la famille qu'il est fou, qu'il est paresseux, qu'il est feignant, que je sais pas quoi. Et c'est des drames terribles. Et puis alors, ce qui est très compliqué, c'est que la maladie Lyme peut simuler toutes les maladies auto-immunes. Dans les maladies auto-immunes, c'est des maladies où votre système immunitaire se retourne contre vous. Alors, il y en a plein, il y a le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, la fibromyalgie, bon, il y en a beaucoup, et de plus en plus, maintenant que la population vieillit, il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, mais probablement que ces maladies sont en grande partie dues à des infections inapparentes, dont le Lyme, il n'y a pas que, il y a peut-être des virus, des parasites, d'autres bactéries. Mais alors, quand vous avez un lupus, une polyarthrite, il n'y a pas beaucoup de rhumatologues d'internistes qui disent tiens, on va systématiquement chercher la maladie de Lyme. Puis quand ils y pensent que comme le test est souvent négatif, ils disent bon, on a éliminé, c'est pas ça. Mais en fait, alors, le problème c'est que tous les lupus, toutes les polyarthrites, tous les scléroses en plaques ne sont pas des Lyme. Ils ne vont pas tous guérir avec des antibiotiques, mais certains, oui. C'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait de la recherche pour qu'on ait des bons tests, pour qu'on puisse distinguer dans ces populations qui a une vraie sclérose en plaques inflammatoire et qui a une sclérose en plaques qui peut guérir en quelques mois d'antibiotiques. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Alors ça, c'est un autre signe caractéristique. Là, il n'y a pas besoin de test biologique. Quand vous avez ça, c'est une maladie Lyme prouvée, certaine. Cet aspect un peu cartonné, parcheminé de la peau qui devient un peu fine, plissée avec des varicosités. C'était décrit, alors c'est la plus vieille description clinique qui date du 19e siècle, qu'on appelle maintenant le syndrome de Pick-Alzheimer. Donc ça, c'est totalement caractéristique de la maladie de Lyme. Et quand on cultive dans des bonnes conditions, dans un bon labo, la peau de ces patients, 8 fois sur 10, on peut cultiver la bactérie. Donc très souvent, dans les campagnes, même en ville, il y a des gens qui ont des jambes comme ça. Ils vont voir le phlébologue, ils vont voir plein de médecins. Personne n'évoque la maladie de Lyme. Pourtant, quand vous voyez ça, c'est certain, il n'y a même pas besoin de faire de sérologie, c'est une maladie de Lyme. Alors, vous voyez qu'on est... c'est difficile pour le malade, encore plus pour le pauvre médecin, parce que... alors, il y a des formes classiques, parce qu'il y a la maladie de Lyme, comme dans Tintin et Milou, on dit il y a la pique, la tique, l'érythème migrant, tout ça est facile, la sérologie, et ça c'est pour faire joli, mais dans la vraie vie, c'est pas ça le Lyme. Et on voit que la piqûre de tique manque souvent, l'érythème migrant manque souvent, que les gens sont fatigués, ils ont des douleurs partout, quand ils ont des signes cliniques objectifs, parce que en douleur, fatigue, ça ne se mesure pas avec un appareil, donc le médecin peut dire ça dans votre tête. Bon, quand il y a le cœur qui s'accélère, qu'on mesure un électrocardiogramme, qu'il y a une écho qui n'est pas normale, une IRM cérébrale qui ne va pas, qu'on constate une paralysie, on ne peut pas dire que c'est... On peut toujours dire que c'est induit par le psychisme, enfin bon, il y a quand même des signes organiques. Et là, malheureusement, tous ces signes peuvent se voir dans d'autres maladies, cardiaques, rhumatismales, neurologiques. Donc pour le pauvre médecin, il est complètement perdu parce que le cardiologue va dire vous n'avez pas de Lyme, vous avez une tachycardie de Bouvray, une myocardiopathie non obstructive. Le neurologue va dire vous n'avez pas de Lyme, vous avez une sclérose en plaques ou une névralgie truc-muche. Le rhumatologue va dire vous n'avez pas de Lyme, vous avez une fibromyalgie, une polyarthrite rhumatoïde. Alors ce qui me fait beaucoup rire, c'est que maintenant je commence à avoir pas mal de recul sur des années, le même malade, il va consulter le rhumatologue qui lui dit vous avez une polyarthrite rhumatoïde, et puis comme il a des doutes, il va voir un neurologue la semaine d'après qui lui dit vous avez une sclérose en plaques.
Parce que le neurologue regarde que les signes neurologiques et le rhumatologue que les signes... C'est pas des blagues, hein, je peux vous dire, j'ai vu plusieurs exemples comme ça. Alors c'est pour ça qu'on appelle la maladie de Lyme la grande simulatrice, comme on disait de la syphilis autrefois, qui pouvait simuler tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi, quand j'étais encore interne au début de mon clinica, tout malade qui arrivait dans les hôpitaux en France, c'était obligatoire de lui faire un test de syphilis. Bon, maintenant, ça a été abandonné parce qu'il n'y a presque plus de syphilis. Mais la syphilis simulait tellement toutes les autres maladies que c'était dans les règles de bonne pratique médicale de faire le test de la syphilis. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit dans les règles de bonne pratique de faire systématiquement à tout malade le test du Lyme, mais manque de chance, le test de syphilis était fiable, le test du Lyme n'est pas fiable. Alors on a encore du temps avant que ça avance. Alors un petit rappel pour vous dire que tous ces problèmes d'infection inapparente, ce que j'appelle dans mon livre les crypto-infections, les infections cachées, c'est tous ces microbes qui sont dans nos tissus. On sait qu'on a beaucoup plus de microbes dans nos tissus que de cellules humaines. Sont responsables de pathologies inflammatoires dégénératives. Et Charles Nicolle, qui a été vraiment un des plus grands génies de l'infectiologie, qui était un Rouennais, qui après était directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, il a écrit un livre merveilleux, Le destin des maladies infectieuses. J'avais eu la chance, comme j'étais élève de l'Institut Pasteur, j'avais pu en avoir une réédition il y a une vingtaine d'années. Ce monsieur, il a tout dit. Alors ce livre, il n'est pas toujours en librairie, je ne suis pas sûr que vous avez dans la librairie ici, mais il est fascinant parce qu'il avait une vision, il a dit toutes les maladies chroniques qui sont causes infectieuses cachées. Il avait dit les borrélioses, c'est les maladies de l'avenir. Et puis après, il avait dit les maladies infectieuses sont les compagnes, je ne sais plus quel était son terme exact, les compagnes éternelles de notre existence. Et malheureusement, il a fait quelques élèves donc, qui sont tombés dans l'oubli, puis après, sa vision a complètement disparu. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a oublié les maladies infectieuses. Ça faisait un peu Moyen-Âge, la tuberculose, le choléra, on a dit maintenant il y a l'hygiène, les vaccins, les antibiotiques. Il n'y a plus de maladies infectieuses. Moi-même, quand je voulais faire des maladies infectieuses, mes collègues étaient fous. D'ailleurs, ils avaient prévu de raser l'hôpital Claude Bernard, qui était l'hôpital des maladies infectieuses. Moi, j'avais une petite flamme intérieure qui me disait ça m'étonnerait quand même. Bon, enfin, j'ai pris un risque hein, en faisant de l'infectiologie. Et c'est amusant de voir que Nicole était mort depuis longtemps, mais quand il y a eu l'affaire d'Helicobacter pylori, parce que moi, quand j'étais interne, l'ulcère d'estomac, c'était une maladie psychosomatique. C'était des gens stressés qui faisaient de l'acidité dans l'estomac. Ils étaient suivis en psychiatrie, et puis c'était une rente pour les gastro-entérologues, parce qu'il y avait des fibroscopies de contrôle. Et quand il y a un Australien qui a découvert que c'était d'une bactérie, alors déjà c'est marrant parce que des Allemands et des Français avaient vu ça depuis un siècle, vous n'avez pas cru en disant c'est n'importe quoi. Donc il a fallu un siècle pour que les Australiens redécouvrent, et quand ils ont voulu le publier, interdit de publication. En Australie, dans le monde entier, c'était des fous. Et le gars, il en a eu marre, et un jour, il a fait venir des témoins, il a avalé une fiole d'hélicobactère, il a fait une fibroscopie, il a développé un ulcère, il a traité par des antibiotiques, il a guéri de son ulcère après le prix Nobel. Bon, c'est une autre façon d'avoir le prix Nobel, mais c'est... Parce qu'il faut bien voir que les publications scientifiques, maintenant, sont censurées, je le vois dans plein de domaines, on ne peut pas publier ce qu'on veut si ça va contre... je dirais le courant ambiant. Et ça, c'est un drame, parce que souvent on dit vous n'avez pas approuvé, vous n'avez pas publié, mais on ne peut pas publier, c'est interdit. Et ça, c'est un exemple. Il y a eu la maladie de Whipple, qui est une autre maladie, où on avait dit que c'était psychosomatique. Maintenant, on a découvert la bactérie. Donc, maintenant, dans la nouvelle recommandation officielle de la maladie de Whipple, c'est de donner des antibiotiques à vie dans certains cas. Ça gêne personne, j'ai jamais vu quelqu'un protester, mais sur la maladie de Lyme, je ne donne jamais d'antibiotiques à vie, je vous rassure, mais c'est pour vous montrer le contraste entre la façon dont les maladies sont traitées. Alors, cette fameuse Borrelia burgdorferi, qui est le principal agent de la maladie de Lyme, c'est un agent, une bactérie assez diabolique parce qu'elle a beaucoup de gènes d'adaptation. C'est celle qu'on a le plus dans notre corps, hein, parce qu'elle est complètement adaptée aux animaux, à l'homme. Elle peut se transformer, elle peut s'adapter à toute modification de l'environnement. Si l'acidité augmente, si je ne sais pas quoi, elle n'a pas assez à manger ou trop à manger, ou si elle est agressée par les antibiotiques, elle a toujours une façon de s'en sortir en changeant ses fonctions métaboliques.
Elle est capable de changer d'antigène. Si le système immunitaire la reconnaît, elle se planque, puis elle ressort avec un autre antigène, donc elle passe inaperçue. Elle peut être très mobile dans sa forme spiralée, elle court à toute vitesse, donc les globules blancs n'arrivent pas à la rattraper. Après, elle va se cacher dans des tissus qui ne sont pas vascularisés, le cerveau, l'os, l'œil. Et puis là, si elle est attaquée par les antibiotiques, elle va se cacher, se mettre en sommeil. Et un antibiotique ne marche que sur une bactérie qui se multiplie, ne marche pas sur une bactérie qui dort. Et après, elle va ressortir. Elle n'est pas résistante à l'antibiotique, en fait, elle échappe. Mais elle est quasiment indestructible. Et elle se met dans ce qu'on appelle les biofilms. Alors, les biofilms, ça commence à être un peu connu. C'est tous les microbes dans notre organisme fabriquent, et dans la nature aussi chez les végétaux, fabriquent des espèces de charpentes autour pour se protéger avec des produits naturels, des sucres, des protéines, des graisses. Ça fait un peu comme des maisons de schtroumpfs où ils se cachent avec des trous comme les coraux un peu dans la mer. Et il y a plein de bactéries qui se cachent là-dedans, qui vivent. Alors vous en avez dans votre cerveau, dans vos artères, dans votre intestin, dans vos narines. Il y en a partout des biofilms, dans les dents, dans la plaque dentaire. Et là, les Borrelia se planquent très très bien là-dedans. Et tout ça, vous voyez, il y a beaucoup de publications scientifiques, il y en a énormément qui disent que ça persiste comme ça. Alors, le problème de la maladie de Lyme, ce qui est dramatique, c'est la Société américaine de maladies infectieuses, l'IDSA. Il y a un petit groupe d'experts qui a imposé au monde entier une vision de la maladie il y a 40 ans, qui est complètement obsolète aujourd'hui, mais qui continue à s'imposer au monde entier, contre toute évidence scientifique, mais c'est comme ça. Et ils ont dit, ben voilà, comme le problème de la maladie de Lyme, c'est que la culture de la bactérie est difficile. Donc, l'idéal en maladie infectieuse, c'est de cultiver directement le microbe. Et là, on n'a pas de chance, ça ne marche pas bien. Donc, on recherche des anticorps que le malade a produits. Le gros problème dans la maladie de Lyme, c'est qu'on n'est pas capable de calibrer la machine qui cherche les anticorps. Parce que pour calibrer, il faut avoir 100 malades, on est sûr que c'est des malades. 100 témoins, on est sûr que c'est des témoins. Après, le gars qui fabrique sa machine, il met le seuil pour que tous les malades soient 100% positifs, tous les témoins soient 0% positifs. C'est facile à faire. Le VIH, on a pu le faire parce qu'on a pu cultiver le virus. Dans le Lyme, on ne sait pas le faire. Le virus, la bactérie, pardon, ne pousse pas très bien. Alors, quelquefois, dans certaines maladies, on a un score clinique. On dit, bon, si vous avez tant de critères majeurs, tant de critères mineurs, vous avez 9 chances sur 10 d'avoir telle maladie. Là, dans le Lyme, c'est impossible. Comment voulez-vous faire? Prenez un wagon de train qui est fatigué, qui a mal à la tête, qui a des douleurs, qui a des problèmes cardiaques, vous allez avoir la moitié du wagon. Vous ne pouvez pas distinguer. Les donneurs de sang dit en bonne santé à la banque du sang, il y en a peut-être qui ont des Lyme sans le savoir. Donc c'est impossible. Je ne leur jette pas la pierre, c'est impossible à faire. Au lieu d'avoir l'honnêteté de dire on ne peut pas calibrer une sérologie, ils nous ont mis des critères artificiels qui reposent sur rien. Alors, en plus, alors là, j'ai toujours pas compris pourquoi, il est obligatoire d'avoir un ELISA positif pour avoir l'autorisation de faire un Western blot. Alors ça, c'est, franchement, d'un point de vue scientifique, c'est une hérésie. Parce que moi, j'ai connu le début du sida. Les premiers ELISA n'étaient pas très bons. Les premiers ELISA de Pasteur, c'était 30% de sensibilité. On ratait 70% des malades. Bon, rapidement, ça a progressé. C'était 70% de sensibilité. Moi, quand j'étais jeune chef de clinique, on ratait 30% des malades. Alors, heureusement, le Western blot est arrivé, on en a rattrapé beaucoup, mais au début, les Western blots n'étaient pas parfaits. Et puis même quelques années après, il y avait des sérotypes de VIH décrits en Afrique qui n'étaient pas repérés par les tests commercialisés. Mais immédiatement, je me souviens, il y avait une agitation internationale, le groupe de travail, on convoquait toutes les firmes fabriquant les tests, c'était réglé en 6 mois. Et là, le Lyme, on raconte des bêtises depuis 40 ans. On sait que ça ne dépiste pas la majorité des souches, personne ne bouge. Ces tests sont parfaits. Alors, quand je demande aux gens pourquoi vous interdisez le Western blot, ah ben sinon on aurait trop de malades. Il n'y a pas d'explication scientifique, c'est une imposture. C'est la seule maladie infectieuse qui existe, on interdit de faire un Western blot. J'ai jamais vu ça dans aucune autre maladie infectieuse. C'est un scandale. Et Mme Chaleur est condamnée à prison avec sursis de plus de 200 000 € d'amende parce qu'elle a fait des Western blot. À un moment donné, il faut arrêter. Et alors, aux USA, maintenant, c'est reconnu par le Centre de contrôle des maladies, le CDC, qu'on peut diagnostiquer une maladie de Lyme sur un Western blot, même si l'ELISA est négatif. Et un médecin américain est tenu de rapporter au CDC les cas qui sont ELISA négatifs, Western blot positifs, et même, c'est un progrès,
doit déclarer des lignes probables quand la sérologie totalement négative en ELISA ou Western blot, mais qu'on réagit à un traitement d'épreuve. C'est un progrès quand même. Alors, quand on dit la sensibilité des tests et qu'on interroge le centre de référence de Strasbourg, il va y avoir un test qui est fiable à 100%. Alors, je dis, c'est pas possible, il faut liser les publications scientifiques. Ça va de 30 à 70%, ça n'a jamais été 100%. Alors, c'est vrai que dans les publications, il y a quelques études qui revendiquent 100%, mais c'est des études biaisées. Par exemple, il y a d'excellents services de rhumatologie. On dit, tiens, on va faire une étude sur les atteintes articulaires de la maladie de Lyme, et pour entrer dans l'étude, il fallait avoir le test positif à l'entrée, sinon on n'avait pas le Lyme. Donc, à la sortie, tout le monde a la sérologie positive, mais c'est un biais de sélection, c'est pas une sensibilité. Mais comment peut-on utiliser ces études, alors c'était fait en dermato, en neuro, pour les inclure dans des études de fourchette de sensibilité? C'est un scandale scientifique. On n'a pas le droit de faire ça, mais c'est fait couramment. Bon. Alors, dans les formes neurologiques et chez les enfants, c'est encore pire. Là, je cite des études publiées en Suède. Dans les neuroborrélioses, c'est même pas un quart des gamins qui ont le sérum positif. Et même quand on fait la ponction lombaire, c'est pas du tout du 100%, ça va de 55 à 80%. Et même le Haut Conseil de la Santé publique avait été saisi par Roselyne Bachelot et qui a rendu son rapport en 2014. Alors moi, je ne m'étais pas mis dedans parce que moi, je présidais la commission. Moi, je ne m'y mets pas parce qu'après, les gens vont dire que j'ai pipé les dés. Donc, j'ai bien fait de ne pas m'y mettre comme ça, il n'y a pas eu d'ambiguïté. Il y avait des très bons experts, donc Patrick Berge, qui était le doyen de Necker, qui était maintenant directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Il y avait des vétérinaires, des gens de haut niveau. Ils ont été effarés quand ils ont vu les publications sur l'Inde. Ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment c'est calibré? Et ils ont écrit en toutes lettres dans le rapport, vous pouvez vérifier, c'est le rapport officiel du Haut Conseil 2014. Vous voyez que les tests ELISA, 20 sur 33 tests commercialisés en France ne sont pas fiables, sous-entendu, ils sont pas achetés à la poubelle. Et 4 sur 13 Western blot. Je vous rassure, ils sont toujours en vente, ça n'a pas changé depuis, ça n'est pas en les personnes, mais voilà. C'est pas moi qui dis, c'est le Conseil de la santé publique. Et j'étais pas dans le... Alors, ce qui m'avait beaucoup frappé, quand j'avais assisté à la conférence de consensus qui a gravé dans le marbre toutes les règles pour nos médecins, pour les caisses d'assurance maladie, etc., cette fameuse conférence de la Société de pathologie infectieuse. En plus, moi, je travaillais beaucoup pour la SPIL, j'ai fait plein de conférences de consensus sur plein de thèmes. En 2006, Marc Assous, que je connais bien, je l'ai connu quand il était interne, a présenté comment il faisait la sérologie en France selon les recommandations de ce qu'on appelle EUCALB, EUCLB, qui est un petit groupe d'experts qui a été installé en Europe à la demande des Américains pour contrôler tous les labos en Europe. Parce que le Lyme, c'est la seule maladie où les labos sont contrôlés de façon quasiment militaire. Tout laboratoire en Europe qui dévie d'1 millimètre de la règle, le chef du labo est radié, le labo est fermé, ça peut être des amendes terribles. Donc il y a une terreur qui règne sur le monde entier. On ne peut pas faire la sérologie Lyme comme on veut. Alors, personne ne ferait ça sur le mycoplasme, la syphilis ou je ne sais pas quoi. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est que comme ils n'ont jamais été foutus d'étalonner sur les malades, on ne sait pas qui est malade dans une population, ils ont dit, bon, on va étalonner sur les donneurs de sang bonne santé. Bon, j'écoutais, j'étais comme vous dans l'amphi, je dis, mais comment on peut étalonner une maladie sur des gens qui vont bien, je ne comprends pas. Alors, pour pas qu'il y ait trop de malades, ils ont dit, on va mettre la barre à 5%. Donc c'est écrit, hein. Je peux vous dire, si vous lisez l'article d'Asso, j'ai mis les références, c'est pas moi qui l'invente, et EUCALB dit que vous devez calibrer vos tests de telle façon, sur les donneurs de sang, de telle façon qu'il n'y ait jamais plus de 5%. Alors, quelquefois, les gens disent, oui, vous dites n'importe quoi avec les 5%. Je dis, mais lisez ce qui est publié, c'est ce qui est obligatoire. Il faut arrêter de me raconter des bêtises. Et c'est ce qui est imposé. Alors, c'est pour ça que ils font 4 labos différents le même jour, alors un test biomergie, un test biorad, un test je ne sais pas quoi. Ils ont 4 résultats différents, parce que déjà chaque machine est calibrée au pifomètre. Alors, il y en a qui font le même test, la même marque en changeant de ville, en allant de Strasbourg à Paris. Vous pouvez être négatif à Strasbourg, positif à Paris, vous prenez le TGV. Bon. Et pourquoi? Parce que comme la population alsacienne a beaucoup plus d'anticorps probablement qu'à Paris, avec cette barre de 5%, les 5%, vous ne détectez que les 5% qui ont plus d'anticorps, les autres ils passent à la trappe. Donc c'est plus dur de détecter positif en Alsace, dans les zones de forte endémie ou peut-être dans la Creuse, que dans d'autres régions. Alors quand une autre
escroquerie intellectuelle, c'est que les Américains ont imposé, quand je dis imposé, c'est obligatoire, tout labo qui déroge est fermé. On ne doit faire la sérologie de Lyme qu'avec la souche B31 du Connecticut, qui est une souche isolée dans une tique qui a plus de 30 ans. On n'a pas le droit d'utiliser une des souches locales ou d'autres souches de Borrelia. Et il y a un Écossais, alors malheureusement ce monsieur Mévin, j'ai appris par un collègue écossais qu'il a pris sa retraite et que, comme il embêtait tout le monde, on a fermé son labo après sa retraite. Il a quand même publié en 2007-2009. Il en avait marre, il avait tous ses congélateurs remplis de tubes négatifs en sérologie de Lyme, et pourtant tous ses médecins correspondants voyaient des Lyme tous les jours. Il y en a beaucoup en Grande-Bretagne, officiellement il y en a très peu. Parce que la sérologie de Lyme dépiste encore moins en Grande-Bretagne qu'en France, parce que les souches ne doivent pas être les mêmes, elles ont fait le Brexit depuis longtemps. Et ce gars, il s'est dit, c'est pas possible. Alors il s'est dit, est-ce que ça viendrait de la souche B31 qu'on nous impose des États-Unis? Il a refait les mêmes recettes de cuisine en utilisant des souches écossaises. Et ce qui est incroyable, c'est que bingo, la moitié des tubes de son congélateur sont devenus positifs pour la maladie de Lyme. Ce qui montre bien que utiliser une seule souche pour le monde entier, moi je l'appelle la souche Coca-Cola, c'est débile. Est-ce comme on nous dit, il n'y a pas de Lyme en Corse, parce que peut-être qu'en Corse, ils ont des souches un peu indépendantistes, un peu différentes, qui ne sont pas reconnues par la souche américaine. Et il faut arrêter, parce que c'est... Alors vous imaginez toutes les régions du monde, cette façon de faire la sérologie est une escroquerie intellectuelle complète de A à Z. Mais quand on regarde les publications scientifiques, c'est à se taper derrière par terre. C'est comme ça. Ça choque personne, ça arrange tout le monde. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est que l'année dernière, quand il a commencé à y avoir un peu d'agitation médiatique, j'ai des collègues qui m'ont écrit en disant que je disais n'importe quoi, qu'ils ont même écrit un pamphlet dans une revue Médecine et maladies infectieuses en disant que maintenant il fallait arrêter, que c'était prouvé dans les publications scientifiques que la sérologie était parfaite. Ils ont cité ce rapport du Centre européen de contrôle des maladies, le CDC, et ils l'ont cité, hein, c'est écrit, vous pouvez trouver l'article dans Médecine et maladies infectieuses. Voilà, le CDC dit que la sérologie est parfaite. Alors, il se trouve que moi j'avais lu le rapport. Je pense que ceux qui ont signé le papier, ils n'avaient pas lu le rapport. Bon. Et dans ce rapport, dans les annexes, effectivement, les fabricants de tests, ils revendiquent tous des sensibilités de 100%, mais le rapport des experts européens dit attention, toutes ces sérologies sont calibrées sur des populations très mal définies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc on ne peut pas vraiment les calibrer comme il faut. Donc tous ces résultats doivent être pris avec beaucoup de précautions, comparés aux données de la clinique, c'est ce que je dis depuis des années. Donc quand j'ai vu ça, j'étais très heureux, je dis que ça correspond exactement à ce que je fais. Et qu'il faudrait, il est temps de faire de nouvelles études beaucoup mieux faites et tout. Donc le rapport de l'ECDC dit les tests sont pas bons, et mes collègues citent ce rapport en référence pour dire maintenant c'est prouvé au niveau européen que les tests sont parfaits, que je raconte n'importe quoi, que c'est pas de la science. Alors, je leur dis au moins lisez avant de citer des références. Voilà, c'est pas compliqué de lire. Et alors j'étais ravi depuis, parce que ça c'était au mois de novembre. Monsieur Cook est le professeur Curie de l'Imperial College de Londres, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Londres, et puis Cook est venu à Paris récemment. Ils ont publié ce qu'on appelle une méta-analyse. La méta-analyse dans le jargon médical, c'est des experts qui reprennent tout ce qui est publié sur un domaine pour voir, finalement, parmi des dizaines de publications, qu'est-ce qui ressort en gros, est-ce que c'est bon, pas bon. Ils ont analysé tout ce qui est publié sur la sérologie de Lyme. Le résultat des courses, c'est quasiment pile ou face. La sensibilité, c'est au maximum de 50 et quelques %. Ce n'est pas du tout le 100% qui est toujours allégué par le centre de référence de Strasbourg et par mes collègues. Donc voilà, c'est publié, c'est une méta-analyse scientifique publiée dans un journal international, et les gens continuent à dire Perron dit n'importe quoi, nous on est la science. À un moment donné, il y en a marre. Je n'en peux plus parce qu'il y a des données scientifiques publiées. Soit les gens sont capables de les lire et d'en tenir compte, soit il y a une autre raison qui n'est pas du tout médicale ni scientifique, mais il faut arrêter parce que là, c'est les malades qui en payent les conséquences. Et je peux vous dire, là, j'en ai ras-le-bol parce que c'est plus possible. Alors, ce qui est amusant, enfin amusant, je ne sais pas, mais il se trouve que il y a quelques années, j'avais découvert par hasard l'interview de Willy Burgdorfer, qui est le monsieur qui a découvert la bactérie aux États-Unis, sous le nom de Borrelia burgdorferi, qui était un Suisse allemand qui avait émigré aux États-Unis. Il avait fait une interview, vous pouvez voir sur YouTube, alors c'est en anglais, mais il y a des traductions françaises. Et
le journaliste lui a demandé qu'est-ce que vous pensez des recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses. Et ça date déjà de 2007. Depuis, Burgdorfer est mort. Il a commencé par, première chose qu'il a dit, c'est une affaire honteuse. Burgdorfer lui-même, le découvreur de la bactérie. Il a dit une raison politique. Il a dit l'argent va depuis 30 ans à ceux qui produisent toujours la même chose, c'est-à-dire rien. Et on sait aujourd'hui que les CDC d'Atlanta, qui avec l'IDSA font la loi, les gars qui font la loi qui empêchent tout développement d'autres tests, détiennent les brevets des sérologies. Ils touchent beaucoup d'argent, encore aujourd'hui, alors qu'ils ont été condamnés en justice, en tout cas pour l'IDSA. Burgdorfer lui-même dit, qu'est-ce que vous pensez de la sérologie? La technique de sérologie de Lyme doit être revue de fond en comble par des gens qui n'écrivent pas les résultats avant d'avoir fait les recherches. C'est Burgdorfer qui le dit, c'est pas moi. Parce que le coup des 5%, je pense qu'il n'a pas osé le dire là, mais bon. C'est-à-dire qu'ils ont verrouillé la sérologie avant de faire le... En plus, Burgdorfer continue, la plupart des médecins refusent de voir les malades d'un Lyme chronique en les faisant chasser par leur infirmière. C'est la réalité quotidienne de tous les centres de consultation de maladies infectieuses en France. J'ai le témoignage des malades tous les jours. On dresse les infirmières, les secrétaires pour dire dans les Lyme, j'en veux pas, ou on exige que la sérologie soit positive. Même quand elle est positive, on leur dit c'est un faux positif, c'est une histoire ancienne. Non. Burgdorfer lui-même, c'est honteux que les médecins n'osent pas dire à leurs malades, je ne connais rien à la maladie de Lyme. Bon. Nécessité de développer la recherche, le lien entre Lyme, certaines formes d'Alzheimer et Parkinson, parce que là sur l'Alzheimer, c'est pas que des Lyme, mais que l'Alzheimer soit infectieux, c'est prouvé. Il y a des centaines de cerveaux qui ont été analysés depuis 30 ans avec plusieurs équipes différentes, des cerveaux témoins. C'est des spirochètes, c'est des bactéries de la plaque dentaire ou des borrelia. La preuve scientifique elle est là depuis des années, mais personne ne veut le voir. Alors. Et à la fin de l'interview en off, il dit, j'ai pas pu tout vous dire, il y a un gars du NIH qui était venu superviser en disant, il n'a pas le droit de tout vous dire. Donc c'est pour vous dire, c'est très clair. Alors revenons à nos malades. Quand quelqu'un dit j'ai le Lyme, effectivement, tout n'est pas Lyme, parce que le Lyme, il y a Borrelia burgdorferi, et en Europe, il y a Zélie-Garini, bon, c'est des noms latins. Et quand vous faites la sérologie en Europe, on vous fait ces 3 espèces. En fait, on sait maintenant qu'il y en a 10 ou 20 autres qui ne sont pas repérés par les tests et aucun test n'a été développé. Donc moi, quand je demande pourquoi vous ne faites pas des tests pour les autres, on me dit ça ne sert à rien, on s'en fiche, il ne pose pas de problème en santé. Qu'est-ce que vous en savez? Ah ben ça se saurait. Mais pourquoi, au centre de Strasbourg, pourquoi vous ne les étudiez pas, faire des tests pour voir la fréquence dans les populations selon les régions, comparée avec l'animal? Rien. Bon. Ils ont quand même reconnu récemment que il y avait beaucoup d'autres espèces incriminées. Alors maintenant, ils disent que leur test est non seulement fiable à 100% sur Burgdorferi, mais il marche très bien sur toutes les borrélias de la Terre par réaction croisée. Ils n'ont jamais été foutus de me donner une seule publication scientifique pour prouver ça. Ils le disent à la télé, régulièrement, dans les médias. Alors, ce qui est aussi assez fascinant, c'est de voir que les chercheurs trouvent des nouvelles borrelia très régulièrement. Là, j'en ai cité 2, Miyamoto et Mayoni. Mais Miyamoto, c'était publié il y a quelques années. On l'a trouvé au Japon, ce nom japonais. Alors, moi, c'est pareil, je disais c'était intéressant, mais d'abord, on s'en fiche au Japon. Bon. Puis après, ils en ont trouvé en Russie, dans le sang de malades en Hollande, puis au Canada, dans le sang aux États-Unis, même à Boston. Ça n'a pas fait plaisir à l'IDSA, mais il y a un chercheur chinois à Boston qui en a trouvé dans le sang. Alors j'ai dit, il faudrait peut-être chercher. Oh, ben non, on s'en fiche, il n'y en a pas en France. Bon, il manque de chance. Muriel Vessier, qui est vétérinaire, en tout cas, elle n'est pas vétérinaire, enfin, elle travaille dans un labo vétérinaire, elle est plutôt entomologiste, dans un laboratoire vétérinaire à l'école de Maison-Alfort. On a trouvé dans les tiques en Alsace, dans les Ardennes, dans la forêt de Sénart, près de Paris. Donc il y a du Miyamoto en France. Je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de test comme ça, dormez tranquille, vous n'êtes pas malade de Miyamoto. Et Mayoni, c'est pareil, c'est pas la mayonnaise, c'est la Mayo Clinic, un des grands CHU aux États-Unis. Ils l'ont publié, c'est récent, c'est 2016. Ils ont prouvé que cette bactérie donnait aussi des maladies de Lyme tout à fait typiques. Alors je dis, il y en a peut-être en Europe, on ne sait pas. Oh non, c'est uniquement là-bas, on s'en fiche. Bon. Donc, comme ça, on peut être tranquille, on ne diagnostique jamais de cas. Alors ensuite, effectivement, tout n'est pas Lyme parce qu'on sait qu'il y a toutes les borréliades, il y en a un paquet, mais il y a d'autres bactéries, alors je ne vais pas vous saouler tous les noms latins, mais Anaplasma, Bartonella, Ehrlichia, etc. Mais rien que Bartonella,
Alors, on connaît bien en médecine humaine Bartonella insulae, qui est la maladie griffe du chat. Bon, pendant les périodes de guerre, du temps de Napoléon, dans la guerre des 14, et Bartonella, je ne sais plus laquelle, ça va me revenir, qui donne la fièvre des tranchées. Mais on s'est aperçu que chez les malades qui disaient j'ai Lyme, on pouvait trouver par amplification génique, donc par PCR à partir du sang, 50% de ces malades avaient des PCR positives avec des bartonelles qui étaient des bartonelles jusque-là inconnues en médecine humaine, qui étaient connues que des vétérinaires. C'est-à-dire qu'on commence à découvrir qu'on a des bactéries animales en nous, mais ce n'était pas connu parce que les labos humains n'ont jamais fait de test. Et Muriel Vessier a pu le publier avec Didier Raoult dans Emerging Infectious Disease. Alors, il y a Ehrlichia, Coxella. Et Neo-Ehrlichia mycorrhizis, c'est très intéressant. Cette bactérie a été découverte il y a quelques années en Suisse, puis en Suède. On s'aperçoit qu'elle est présente chez des malades qui ont des maladies auto-immunes, des lymphomes, enfin des cancers, que ça guérit par doxycycline. Et là encore, il n'y a pas de test diagnostique. Donc moi, quand j'ai demandé pourquoi vous ne faites pas un test, on s'en fiche, il n'y en a pas en France. Donc manque de chance, Muriel Vessier a ramassé des petites tiques dans les forêts, et il y a du Neo-Ehrlichia mycorrhizis dans les forêts françaises. Alors, je ne sais pas si on a dans votre région, mais plus au nord, on n'a pas cherché ici, comme ça vous êtes tranquille. Bon. Et puis, parasitaire, les balésiens, les vétérinaires ou les gens de la campagne connaissent bien sous le nom de pyroplasmose, mon chien a la pyro, mon cheval a la pyro. La pyroplasmose, en fait, il y en a chez les hommes. Mais en médecine humaine, ça n'est décrit que chez les grands immunodéprimés qui n'ont plus de défense immunitaire ou les gens qui ont perdu la rate, parce que là, on la voit dans le sang sur les frottis, ça fait comme un paludisme, on voit les petits les parasites dans les globules rouges. Chez les gens dits en bonne santé, on ne les voit pas. Et comme la sérologie est catastrophique, c'est comme le Lyme, on ne diagnostique jamais. Alors les VTO, dès qu'un cheval a un peu de travers, il a son antiparasitaire, c'est la pyro, et le cheval se met à courir. Les humains n'ont pas le droit au diagnostic. Et quand dans certains laboratoires, surtout vétérinaires d'ailleurs, on peut tout à fait diagnostiquer dans de bonnes conditions. Il faut avoir le droit d'être un animal pour avoir accès. Donc c'est pour ça que moi la sérologie, je ne crois plus du tout. Enfin, à mon avis, il faut la mettre à la poubelle. Mais il faut développer des tests de diagnostic. Surtout que vous allez faire la sérologie sur une espèce, il y en a 20. Donc il vaut mieux privilégier des techniques qui isolent directement le microbe, et comme la culture ne marche pas bien, c'est l'amplification génique au PCR, ce que font certains labos vétérinaires qui marchent bien. Alors séquençage à haut débit, bon, c'est un peu technique, c'est des techniques un peu d'avenir qui permettraient de trouver tous les microbes dans les tissus. Mais ce qui m'agace aujourd'hui, c'est qu'il y a des labos vétérinaires qui font des très bons diagnostics microbiologiques, qu'il y a des humains qui en ont bénéficié. Mais ça a été terrible parce que moi j'ai des collègues infectiologues qui ont dénoncé ces laboratoires auprès du Conseil de l'Ordre, qui est un laboratoire qui a failli être fermé, qui a eu de pires ennuis. Alors il y a eu une enquête de l'INSERM qui a montré que toutes ces techniques scientifiques étaient parfaitement valables, mais vous n'êtes pas un singe, vous n'êtes pas un chien, vous n'avez pas le droit aux soins, c'est comme ça. Alors, pour les médecins qui sont dans la salle, avant d'envoyer les malades en psychiatrie, comme vous n'aurez aucune chance de montrer que c'est Lyme ou pas parce que les tests sont mauvais, au moins faites des examens pour montrer que le malade n'est pas complètement psychosomatique. Déjà faire une numération formule sanguine. Dans les Lyme chroniques, dans 20-25% des cas, les lymphocytes sont diminués. Bon, c'est pas spécifique, ça ne veut pas dire que c'est le Lyme, mais ça montre qu'il y a quelque chose d'organique. Et puis si ça remonte avec le traitement antibiotique, c'est bon signe. Si on fait la ponction lombaire, on peut avoir des anomalies discrètes dans le liquide céphalo-spinal. Les tests neurocognitifs, c'est facile à faire. C'est souvent des orthophonistes ou des gens un peu spécialisés qui vous mettent devant l'ordinateur, qui vont vous faire des tests de réflexion avec des séries et tout ça. C'est validé dans les publications scientifiques en neurologie. Ça permet, nous on l'avait fait parce qu'on voyait des cadres dynamiques qui devenaient un peu légumes, en disant moi j'arrive plus à me concentrer au conseil d'administration, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et ils étaient évidemment automatiquement considérés comme psy par leur médecin. Et l'orthophoniste à Garches, comme on a beaucoup de malades handicapés, elle avait l'habitude de le faire pour les gens qui avaient un accident de la route, des accidents vasculaires cérébraux. On lui a dit, tiens, vous ne voulez pas tester un peu sur nos Lyme? Elle a été très surprise, parce qu'elle a dit, ils ont des vrais problèmes organiques prouvés par les tests. C'est pas dans leur tête, ils ont un problème de fonctionnement. Donc ça permet aussi de plus facilement convaincre le médecin de la sécu, l'employeur, que c'est pas que dans la tête. L'IRM cérébral et médulaire ne montre pas toujours quelque chose, mais bon, Alexis
est un grand imagier, donc il connaît bien, mais on peut avoir quelquefois des images anormales à l'IRM du cerveau d'un moine. Et puis maintenant, alors je ne connais pas bien parce que malheureusement c'est assez récent, mais les nouveaux scanners comme les PET scans, les SPECT scans, il y a des publications qui montrent qu'on peut trouver des anomalies objectives. Il y a des techniques indirectes de mesure du débit sanguin cérébral, il y a des potentiels évoqués, ça fait pas mal, c'est des enregistrements de transmission des influx nerveux qui peuvent être très perturbés. Donc, on essaye dans la mesure du possible de faire un peu une batterie d'examen chez ces malades, parce qu'au moins ça peut prouver vis-à-vis de l'entourage que ce n'est pas que des fous qui ont une maladie organique. Ça ne veut pas dire que c'est que Lyme, hein. On est bien d'accord. Alors, la psychiatrie, de temps en temps, est en train de dériver gravement parce que moi, je passe mon temps à sortir des gens de psychiatrie, des adultes, des enfants, quand c'est dramatique. Parce que maintenant, dès qu'on ne comprend pas, on envoie en psy, y compris contre la volonté des gens. On convainc la famille qu'il faut interner. Tout ce qu'on ne comprend pas, c'est la conversion hystérique, même si les gens sont en fauteuil roulant paraplégique. La dépression, c'est compliqué parce qu'il y a des dépressions organiques dues à la maladie de Lyme. C'est-à-dire que quelqu'un va se promener en forêt, il était heureux dans sa vie, dans son couple, dans son boulot, et d'un seul coup, il se met à déprimer sans aucune raison. Alors ça, c'est parce que, quelquefois, après une méningite étiquetée virale, parce que ça a guéri au bout d'une semaine, et ça, c'est parce que les borrelia sont dans le cerveau et mettent un peu la pagaille. Et puis, il y a un autre type de dépression qui n'a rien à voir, mais qui est fréquent. C'est des gens qui, après 10 ans d'errance, tous les médecins les envoient balader, c'est dans votre tête, ils perdent leur boulot, leur conjoint, ils finissent par déprimer gravement, mais par rejet un petit peu de la société, parce qu'ils souffrent, ils ont des douleurs atroces, on ne croit pas, et il y a beaucoup de suicides. Alors moi j'ai des cas que je connais, des gens que j'ai connus qui sont suicidés, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient failli se suicider, que j'avais réussi un peu à sauver à la dernière minute. Et par les associations de malades, il n'y a pas une semaine, ils n'ont pas un témoignage de suicide. Et quand je discutais avec un collègue canadien, parce qu'au Canada, là, en ce moment c'est terrible, il y a une chasse aux sorcières, ils n'arrivent plus à être traités, sauf ceux qui ont suffisamment d'argent pour aller aux États-Unis. Il y a des milliers de suicides au Canada dû à la maladie de Lyme. Mais le code n'existe, comme il n'y a pas de code OMS maladie de Lyme chronique, ils ne sont jamais répertoriés. Alors, les psychoses, ça peut tout donner, des états de folie, de la schizophrénie, tout ça. Et puis maintenant, le syndrome de Munchausen, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, c'est ce qu'on dit en médecine, quand quelqu'un s'auto-détruit, ça existe, mais c'est rare, mais c'est des gens qui, pour s'en intéressant, se créent des maladies. Là, on utilise ça à tout bout de champ, dès qu'on ne comprend pas, c'est un Munchausen, il est fou, il est en train de se créer des symptômes. Et le pire, alors c'est Munchausen par procuration, j'ai découvert ça récemment pour des pauvres gamins qui étaient brillants, d'un seul coup, qui viennent des légumes, qui ne se lèvent plus, qui ont mal à la tête, qui ne vont plus à l'école, qui deviennent acariâtres, et le médecin de famille est complètement perdu, et le psychiatre dit c'est la faute des parents, c'est de la maltraitance, et ça c'est dramatique parce que il y a l'année dernière, je ne sais pas si vous avez acheté Top Santé ce mois-ci, c'est un journal scientifique très sérieux, mais il y a le témoignage d'une jeune fille de 16 ans que j'ai soignée l'année dernière. Elle avait 16 ans, elle était très brillante, elle devient complètement légume et tout. Et l'ex-mari, parce qu'il y a eu un divorce, accuse sa femme auprès d'un juge qu'elle empoisonnait son gamin, sa gamine. Et la juge était persuadée de ça, puis je ne sais pas pourquoi la juge a été mutée, il y a une nouvelle juge qui était arrivée, qui avait l'esprit un peu plus ouvert, qui m'avait alerté en disant j'aimerais avoir votre avis. En fait, moi je l'ai guéri en quelques semaines d'antibiotiques. Mais si je n'étais pas allé là, les gendarmes allaient arrêter la mère 8 jours après. Et depuis, j'ai plusieurs exemples comme ça, soi-disant d'empoisonnement. Dans les familles, on enlève les enfants aux parents de force en disant c'est de la maltraitance. Alors, pour ce qui est du traitement, là, je vous fais le traitement officiel comme dans Tintin et Milou. Ça, c'est la recommandation de 2006 pour les phases tardives. Hein. Donc, c'est 3 à 4 semaines. Amoxicilline, cette réaction, je ne vais pas rentrer dans le détail des antibiotiques. Donc, on peut concevoir une nouvelle cure, mais après, on vous dit si vous n'êtes pas guéri ou si vous rechutez tout de suite après, c'est fini, c'est dans votre tête. Donc, ça, c'est le dogme mondial. Et là encore un grand scandale qui ne repose pas sur des données scientifiques sérieuses. Ça a été imposé comme ça par les compagnies d'assurance américaines, par un petit groupe d'experts. Hein, ce n'est pas basé sur des publications. Alors, il y a eu après des publications mais qui ont été biaisées, qui ont essayé d'accréditer cette thèse.
Là encore, c'est comme si on disait à un tuberculeux qui crache ses poumons, au bout de 3 semaines, vous allez mieux, vous toussez moins, vous n'avez plus de fièvre, vous êtes guéri. Et puis cette gars revient un mois après en crachant ses poumons, mais non, maintenant c'est psychosomatique. Non mais c'est exactement pareil. Hein. Alors qu'il y a des preuves scientifiques dans la littérature que les borrélias rigolent après 3 semaines d'antibiotiques, parce que même après 3-4 mois, on les trouve encore vivantes. Et c'est prouvé hein, chez la souris, le chien, le singe, l'homme, il y a plein de publications. Et on continue à dire partout, dans tous les CHU, qu'après 3 semaines, vous êtes guéri. Alors, ce qui m'a fait plaisir, c'est que je vous parlais du rapport du Haut Conseil de la Santé publique de 2014, qui s'était réuni à la demande de Roselyne Bachelot. C'est qu'ils ont reconnu que, tout à l'heure on l'a vu, la sérologie n'était pas terrible. Et finalement, ils ont reconnu qu'il y avait beaucoup de malades en errance, qu'il y avait plein de symptômes variés, généraux, fatigue, douleur, neurologique, articulaire, cardiaque, cutanée, le pauvre médecin était perdu. Il n'y avait pas de diagnostic précis. Ils ont dit, s'il n'y a pas de diagnostic précis, même si le test est négatif, vous devez faire un traitement antibiotique d'épreuve pendant 1 mois pour voir si ça réagit. Ça me paraît du bon sens, on le fait dans la tuberculose, dans plein de maladies infectieuses. Vous savez que dans les pays même les plus développés, un quart des tuberculoses, on n'a jamais la preuve. Quand on a une insuffisance tuberculose, on trouve tout de suite le bacille ou la preuve de la tuberculose, on est content, mais très souvent on n'a pas la preuve. On ne va pas attendre que les gens perdent encore 30 kilos, soient mourants pour que le bacille accepte de pousser. Ce serait même choquant. Alors c'est accepté dans certaines maladies et pas dans d'autres. Quand on fait traitement d'épreuve, attention, c'est que 3 fois sur 4, quand on traite un Lyme comme ça a évolué, ça s'aggrave avant de s'améliorer. Comme les gens ne savent pas bien, le médecin donne un antibiotique, au bout de 15 jours, le malade ou son conjoint appelle dans un docteur, ça ne va pas du tout votre traitement, mon conjoint il est au fond du lit, il ne peut plus se lever, vous allez le tuer, c'est pas ça. Donc le médecin a peur, il dit bon, on arrête, c'est un effet secondaire. Donc dans beaucoup de publications, ces aggravations de la maladie sont étiquetées dans la liste effets secondaires. Ce qui n'est pas du tout un... Quand les malades disent oh là, depuis que j'ai pris votre antibiotique, je me sens mourir, je dis bah, c'est génial. Au début ils sont étonnés, mais maintenant ils ont l'habitude. Et effectivement, après ça va mieux, mais ça peut osciller comme ça assez longtemps. Alors, c'est une fable de dire que ça guérit en 3 semaines. Il y a beaucoup d'études ouvertes sur des centaines de malades qui montrent que, chez l'expérience de tous les médecins qui font du Lyme chronique dans le monde, c'est que on ne guérit pas tout le monde. Honnêtement, moi j'ai des échecs, je ne guéris pas tout le monde, j'ai au moins 20% d'échecs, mais on améliore ou on guérit 80% des malades. Alors, pas toujours à 100%, on peut améliorer à 70%, à 80%, et puis après... alors, les études ouvertes, ça qu'on vous dit, j'ai publié sur 100, 200 malades, je les ai soignés, j'ai 80% de succès. Maintenant, ce n'est plus lu en médecine, on met ça à la poubelle en disant qu'il faut un tirage au sort avec un placebo. Alors, il y a des études avec tirage au sort contre placebo, il y en a 2 qui montrent un bénéfice et 2 qui ne montrent pas de bénéfice. Alors c'est pareil, quand moi j'ai mes collègues qui disent toutes les études ont montré qu'il n'y a pas de bénéfice, je dis non, c'est pas vrai, lisez les publications scientifiques, il y en a 2 qui étaient bien faites, avec des critères d'évaluation très précis, qui ont montré clairement avec une valeur significative très forte que l'antibiotique est bien meilleur que le placebo. Et malheureusement, il y a eu 2 études qui ont été payées par l'IDSA, où les gars ont été chargés, mais je sais que c'était fait à dessein, ont été chargés de faire ces études pour montrer qu'il n'y aurait pas de bénéfice, avec une méthodologie qui était vraiment nulle. Malheureusement, c'était publié dans le plus grand journal médical. C'est pour ça que ça fait autorité. En plus, ils ont arrêté l'étude à 3 mois, parce que je sais qu'à 4 mois, ils commençaient à avoir des nettes différences, et puis ils ont réuni un comité indépendant pour dire qu'il fallait arrêter à 3 mois. Ils ont dit, on ne verra plus rien après, donc ils osent dire que c'est le traitement prolongé 3 mois. 3 mois, c'est le début du traitement pour moi. Ce qui m'a fait mourir de rire dans ces 2 études, publiées à 15 ans d'intervalle. Alors, quand ils ont fait la deuxième, j'ai trouvé ça un scandale, parce que quand ils ont mis autant d'argent dans cette étude, alors qu'ils savaient par la première que ça montrait rien. C'était fait à dessein. Dans la première étude, alors c'est les mêmes qui publient des éditoriaux pour dire que le test sérologique de Lyme est parfait, c'est 100% fiable. La première étude de Klempner, 40% des malades inclus dans l'étude étaient séronégatifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'anticorps pour Lyme. 40%. Et les mêmes écrivent 6 mois après un éditorial en disant Lyme séronégatif n'existe pas. Je dis de qui se moque-t-on dans le plus grand journal médical mondial. Ils ont rebeloté, parce que j'ai dit, quand j'ai vu l'étude de BRND sortir en 2016, ils n'ont pas osé refaire. Ils ont osé. 20% des malades dans l'étude de BRND dans New England sont séronégatifs pour le Lyme. C'est vraiment, ces gars-là, c'est de l'imposture, du mensonge
d'un bout à l'autre. Alors, le problème quand vous évaluez, c'est pour ça que ce n'est pas une méthodologie parfaite. Moi, à 3 mois, si vous demandez à mes malades comment ça va, vous mettez à la sortie de ma consultation, comme ça, avec le questionnaire qu'ils ont fait. Bon, il y a 20% des gens qui me disent « ouais, super, Perron, il est génial, je revis ». Il y en a 20% qui me disent « ouais, il va me tuer avec ce traitement, je suis beaucoup plus mal, c'est la catastrophe ». Et puis les autres vont dire « bof, ça ne va pas terrible aujourd'hui » parce qu'il y a certains symptômes qui sont en train de s'améliorer, par exemple les douleurs articulaires ou les problèmes cardiaques, mais la confusion mentale et autre chose, ou la fatigue va être beaucoup plus importante ce jour-là. Et le malade, il n'arrive plus à faire la part des choses quand il est un peu au fond du trou. Il faut attendre encore quelques semaines, quelques mois pour voir la guérison ou l'amélioration apparaître. Et ce qui est un grand scandale dans cette histoire de Lyme, c'est quand ils ont fait ces études qui ont coûté très cher pour montrer des bêtises là. Ils n'ont jamais demandé l'avis des malades et jamais demandé l'avis des médecins qui savaient soigner le Lyme. Jamais. Moi, j'ai connu le début du sida, qui, il y a quelques années près, était en même temps que le début du Lyme, mais dès le début du sida, les malades, ils étaient là, je peux vous dire. Moi, j'ai participé aux premiers essais cliniques dans le sida, quand ils ont créé l'Agence nationale de recherche sur le sida, et les malades, ils étaient partout dans le conseil d'administration, le conseil scientifique. Il y avait au moins 4 malades en face de vous quand moi j'étais investigateur principal d'essais cliniques. Ils étaient tous là à discuter en disant votre essai ça va pas, il faut changer ça. C'était normal et bon c'était un peu difficile au début parce qu'on n'avait pas l'habitude, mais je trouvais ça très positif, c'est la démocratie sanitaire, les malades s'impliquent. Et ça a beaucoup éduqué d'ailleurs les médecins à tenir compte de la vie des malades. Globalement j'ai eu une expérience très positive de ça. Mais comment ça se fait que depuis 30 ans, les malades de Lyme, non seulement on ne les fait pas participer, mais alors dégagez, vous allez en psychiatrie, on va réfléchir pour vous. C'est plus possible. Mais c'est encore la réalité. Donc je vous ai dit que certains signes pouvaient s'aggraver, puis on met sur le dos d'échecs, ce qui est en fait des exacerbations et des effets secondaires. Alors l'espoir outre-Atlantique, c'est pas encore gagné, surtout au Canada maintenant, mais il y avait une quinzaine d'États américains qui, depuis quelques années, avaient passé des lois sur le Lyme. Alors, les lois étaient un peu différentes d'un État à l'autre. Il y a des États, par exemple, qui obligent un médecin qui prescrit une sérologie de Lyme à informer son patient que le test n'est pas fiable. En disant, si vos symptômes persistent et que votre test est négatif, c'est pas pour ça que vous n'avez pas la maladie de Lyme, il faut revenir, etc. C'est l'inverse de la France, où la caisse d'assurance maladie va, ça s'est encore produit récemment, persécute des médecins qui ont soigné des Lyme séronégatifs. Maintenant, pratiquement, il n'y a plus de poursuites contre les médecins du Lyme aux États-Unis, encore quelques exceptions dans certains États, alors qu'ils ont été très durement persécutés pendant des décennies. Et maintenant, il y a des États qui exigent des compagnies d'assurance de rembourser au-delà de 3 mois d'antibiotiques. C'est pas évident parce qu'il y a, je peux vous dire, il y a encore des compagnies d'assurance qui font de la résistance dans certains États. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la loi Lyme est passée au niveau fédéral en décembre et Obama l'a signée avant de partir. Moi, j'avais un peu peur que Trump revienne dessus, mais il paraît qu'une de ses anciennes femmes avait de Lyme et que on peut être tranquille. Le Canada, j'étais ravi à un moment donné, puis très échaudé, parce que les Canadiens étaient les premiers à passer une loi, en 2014. On dit, tiens, celui que c'est gagné. Et en fait, les sociétés savantes canadiennes se sont arrangées pour que, complètement contrôler les groupes de travail. Ils ont fait venir 2-3 malades au bout de la table pour faire joli. Ils ont convoqué un... Parce que moi, le Canadien qui s'occupait de ça, à un moment donné, voulait m'inviter, puis ils ont choisi une Tchèque, une biologiste tchèque. Bon, ils voulaient un Européen. Mais je pensais que ça allait avancer. Et en fait, ils n'ont pas écouté les malades. Ils ont refait les mêmes recommandations. Alors, les malades canadiens sont furieux parce qu'au Canada, même, ils ont radié tous les médecins. Il y a une chasse aux sorcières terrible et les pauvres ils crèvent et les riches ils perdent des... Alors les vautours qui les attendent de l'autre côté de la frontière, je peux vous dire qu'ils se ruinent, ils vendent leur maison pour se faire soigner aux États-Unis, c'est dramatique. Hein. On voit la même chose aujourd'hui dans les pays scandinaves, en Suède, c'est dramatique. Voilà. Donc, quand je dis que les recommandations de l'IDSA sont mauvaises, parce que tous mes collègues leur accordent une valeur religieuse, c'est pas moi, mais vous voyez déjà en 2011, il y avait des experts indépendants qui ont publié dans l'Archive de l'Internal Medicine que c'était pas du tout basé sur des preuves scientifiques, c'était des avis d'experts.
Et je rappelle quand même que le groupe de l'EDSA a été condamné en justice par le procureur général du Connecticut il y a plusieurs années. Donc, manque de chance, c'était un tribunal d'État, ce n'était pas un tribunal fédéral. Alors, comme ils avaient des copains à Washington, ils ont été protégés par un juge fédéral qui a trouvé une pirouette pour les faire sortir du truc. Ils n'ont pas changé leurs recommandations et ils continuent à être détenteurs des brevets, à toucher plein de royalties sur des tests. Alors, ce qui m'a quand même fait plaisir, c'est qu'en février 2016, le gouvernement américain a lâché l'IDSA. Je ne m'y attendais pas. Ils ont mis à la poubelle leurs recommandations, sous l'influence d'une structure que je ne connaissais pas bien, qui s'appelle l'Institut de médecine aux États-Unis, qui analyse toutes les recommandations avec des critères très stricts scientifiques, et qui ont dit que les recommandations de l'IDSA, ça ne tenait pas la route, ça n'était pas basé sur la science, et qui ont reconnu les recommandations de l'ILADS, qui est la société savante qui était les charlatans, médecins qui soignaient des Lyme aux États-Unis, qui ont été persécutés pendant des années, maintenant, qui sont les seules recommandations sur le site officiel américain. Alors, je suis le premier à dire que la recommandation de l'ILAD, c'est pas parfait, hein. Comme ils ont eu zéro argent pour la recherche, c'est un peu de l'empirisme, de l'expérience des médecins. Au moins, ils ont sauvé des centaines de milliers de vies. Maintenant, il faut de la recherche pour faire avancer ça, parce que ce n'est pas toujours des très bonnes recommandations, mais au moins ça marche sur les malades. Mais alors, ce qui est drôle, c'est quand ça s'est produit, la Société française de pathologie infectieuse, qui continue à suivre à la lettre les recommandations de l'IDSA, n'a pas changé, continue à dire que la recommandation de l'IDSA c'est parfait, que l'ILAD c'est des charlatans. Voilà, c'est pourtant le gouvernement américain a changé d'avis. Alors pour finir, j'ai bientôt fini, c'est pour dire que les traitements tels qu'on vous les recommande, ça marche à la phase aiguë, mais qu'après, souvent les borrélias dans les formes très sévères, elles sont là à vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas guérir cliniquement. Il faut des traitements d'entretien assez prolongés. On ne peut pas non plus donner les antibiotiques ad vitam, on peut les donner quelques mois. Bon, quelques années, c'est rare, ça peut arriver. Mais de façon intermittente, et surtout d'associer des antiparasitaires, des antichampignons. Quand on dit ça, on dit bon, des antilépreux, c'est un fou. Ça repose, regardez, sur des dizaines de publications scientifiques très sérieuses. Il y en a une fait rire aux États-Unis parce qu'il écrit un éditorial aussi régulièrement en disant dans le New England, dans les grands journaux, le Lyme chronique n'existe pas, les formes persistantes de Borrelia c'est un fantasme de fou. Et puis 3 mois après, il publie avec des chercheurs de Boston activité de tel ou tel produit sur les formes persistantes de Borrelia. Et c'est ça dans le Lyme. Vous voyez, les gens ils racontent tout, n'importe quoi, le contraire. Il y a un sénateur américain. Il m'a fait rire parce que moi j'avais répondu à ce monsieur à Overterre qui tournait sa veste de temps en temps, puis ma lettre avait été acceptée dans le 27. Et le sénateur américain m'écrit au mois de juin dernier, il y a un an, en me disant « Mais professeur Perron, est-ce que vous avez repéré le comportement de ce monsieur à Overterre qui dit tout et son contraire plusieurs fois dans des journaux scientifiques ?» Je dis « Oui, ça je l'ai repéré depuis longtemps. » Et ce sénateur a écrit à tous les rédacteurs en chef des journaux New England, Lancet, où l'autre avait publié pour dénoncer ça, puis les rédacteurs en chef ont une réponse très soft en disant bah oui, notre journal est indépendant, on fait évaluer par des gens très sérieux, puis ils n'ont pas donné suite, mais c'est pour vous montrer que quand vous connaissez le milieu, les publications scientifiques, c'est très facile de démolir tout ce petit monde de crapules, parce que ça devient un petit monde de crapules qui a imposé sa loi au monde entier. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces traitements, il ne faut pas donner que des antibiotiques. Alors pour finir sur la France, peut-être un petit peu grâce à l'agitation médiatique que j'avais un petit peu causée, mais les autorités de santé ont vraiment changé d'avis et je pense que c'est sincère. La précédente ministre de la Santé, même la nouvelle ministre, je ne l'ai pas vue depuis qu'elle est ministre, mais je l'avais rencontrée il y a quelques mois quand elle présidait la Haute Autorité de Santé, elle était très ouverte. Elle voyait bien qu'il y avait un problème de santé publique. Le directeur général de la santé est adorable, il essaye d'aider. Les autorités sont convaincues qu'il faut avancer. Ils ont mis un peu d'argent sur la recherche, pas beaucoup encore, mais c'est déjà ça. Mais c'est plus les sociétés savantes qui bloquent. Alors, il y a un groupe de travail qui a été mis en place. Et j'ai veillé, j'ai obtenu, je remercie les autorités pour ça, qu'il n'y ait pas que les sociétés savantes anti-Lyme dedans, que ça en fasse. Moi, ici, c'est pour refaire le Canada, c'est pas la peine. Donc, il y a des médecins de la fédération, des médecins qui soignent des Lyme chroniques, des biologistes et des malades qui sont dans le groupe. Alors, on a même une minorité de blocage, donc si on n'arrive pas à un consensus
On peut toujours après dire, bon, il y a deux, peut-être qu'on obtiendra qu'il y ait deux positions, les anciens et les modernes, mais au moins qu'il puisse y avoir une option pour faire différemment. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est si un médecin, consciencieusement, voit son malade en train de crever à petit feu, le traite alors qu'il a la sérologie négative, lui donne des antibiotiques plus de 3 semaines, il est condamné, pas partout, mais dans certaines régions, par la caisse d'assurance maladie et irradié par le conseil de l'ordre des médecins. Et il y a un médecin en Alsace, il y a 2 mois, qui a reçu une lettre de la caisse d'assurance maladie l'obligeant à rembourser tous les antibiotiques qu'il avait prescrits à des malades dont l'ELISA était négatif. Alors qu'on sait que l'ELISA, dans les publications, c'est un très mauvais test. Ça repose sur quoi? Il s'appuie sur le consensus de 2006 qui est mauvais, qui a été dénoncé par le Conseil de la santé publique et par les publications scientifiques. Et quand ces médecins vont se défendre contre les médecins conseils qui ne connaissent pas la littérature scientifique, ils ne veulent pas discuter. Et ça, il faut que ça change parce que ça va être la guerre. Hein, et il y a beaucoup de médecins qui veulent soigner les lymphes chroniques. Et ils ont peur, ils font ça en cachette, la peur au ventre. C'est difficile pour un généraliste d'aller contre les autorités. Voilà, donc on espère que ça va avancer. Bon, je pense que je préfère qu'on perde un peu de temps, même parce qu'ils avaient annoncé le mois de juillet, on n'est même pas au milieu des travaux, donc ce ne sera pas juillet, mais peut-être à la fin de l'année. Pour finir un peu sur la prévention, parce que vous allez peut-être aller dans les bois en sortant, si vous restez au milieu des allées, il n'y a pas trop de risques. Les tiques n'aiment pas les zones sèches. Si vous allez dans les sous-bois, pensez aux répulsifs. Il y a les répulsifs chimiques, le DEET, le 35-35. Vous pouvez demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin. C'est les mêmes que pour les moustiques en général, insectes et cancres. Je ne veux pas faire de pub, enfin pour tous les produits habituels. Alors ce qui est intéressant, moi je ne voudrais pas trop en parler, mais il y a eu une réunion ministérielle il y a quelques mois, et un représentant tout à fait officiel de l'agence du médicament nous a dit, j'en avais entendu parler, que ça existait, il y a des répulsifs naturels à base de certaines plantes, l'eucalyptus, le lavande, le géranium, le citron vert, qui ont des propriétés répulsives pour les tiques. Alors tout n'est pas encore bien validé sur le plan scientifique, il y a déjà des produits commercialisés sur Internet. Bon, mais vous pouvez toujours essayer, vous frottez de lavande, de géranium ou d'eucalyptus, vous verrez bien, mais c'est tout à fait possible que c'est des propriétés répulsives. Et surtout l'inspection systématique quand vous revenez d'un jardinage dans les forêts. Alors, parce que l'autre jour, j'étais à une émission de radio avec un propriétaire de golf. Alors, il m'a dit, dans son golf, depuis 3 mois, il a déjà 11 cas de maladie de Lyme en 3 mois. Alors, ça touche plus les mauvais golfeurs parce qu'ils envoient la balle dans le rough, dans les golfs. Il faut... Donc, si on ne peut pas se regarder dans le dos, demander à quelqu'un de regarder, enlever les tiques le plus vite possible, sans mettre rien dessus avant, avec ces tire-tiques en forme de pied de biche. On en a en pharmacie, ils vendent le petit modèle pour les nymphes et les grands, mais les larves, il paraît que on ne peut souvent pas passer de tire-tique, il faut essayer un autre moyen. Et surtout, quand vous enlevez la tique, il faut la tourner, jamais tirer tout droit, sinon elle casse. Après, vous désinfectez, vous surveillez. On ne traite pas toutes les piqûres de tiques. S'il y a la rougeur qui apparaît, bien sûr, il faut courir voir votre médecin. Il faut lui demander un traitement antibiotique pendant 2 à 3 semaines à 4 grammes d'amoxicilline, pas une dose homéopathique. Et si votre médecin refuse, vous lui mettez sous le nez la recommandation de l'autorité de santé qui le dit clairement. Parce que c'est pas normal. Alors ça, j'ai mis des publications récentes sur Lyme parce que j'étais attaqué assez durement par un collègue qui a envoyé un mail à tous les médecins infectiologues de France en disant que j'étais un gourou, expublié dans la Gazette de Katmandou. Bon, alors, je vais faire remarquer que le Lancet, Frontier Cellular Infectious machin, c'est un journal qui appartient à la série Nature, British Medical Journal, l'American Journal of Medicine, on a publié avec Alexis Lacou. C'est pas spécialement la Gazette de Katmandou, mais c'est pour vous dire que la mauvaise foi des collègues, parce que partout ils disent Perron, c'est un gourou qui n'est pas basé sur la science. Mais quand ils disent c'est n'importe quoi, ils ne me donnent jamais un argument scientifique, une publication pour dire le contraire de ce que je dis. C'est ce qui commence à les embêter parce qu'ils n'ont pas les arguments. Et je crois que c'était le grand intérêt de la création de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, parce que quand il y a eu le rapport du Haut Conseil en 2014, c'était écrit en toutes lettres dans le rapport. Les experts parce qu'ils avaient auditionné quelques associations de malades, mais les associations de malades, c'est des malades qui ne connaissent pas la science et qui n'ont pas lu toutes les publications, c'est normal, c'est pas leur boulot. Et puis souvent ils ne lisent pas en anglais.
Et ils ne savaient pas trop se défendre. Et ils avaient dit, vous n'êtes pas très structuré, pas très pro, vous n'avez pas de conseil scientifique. Et du coup, les malades étaient venus me voir, je dis, mettez-vous ensemble, faites une fédération, faites un conseil scientifique, moi je veux bien vous aider. Du coup, ils m'ont demandé d'être président, j'aurais bien fait de me taire. Mais maintenant, ça donne un énorme poids vis-à-vis des médias, des politiques. Parce que quand il y a les autres en face qui disent « nous, on a la science, vous dégagez, vous connaissez rien, notre test est fiable à 100%, je dis « mais attends, d'où ça sort ton 100%, tu as des références scientifiques ?» Ben, je t'en mets 10 en face. Tu les as vus, ah ben non, celles-là, elles sont pas bonnes. Pourquoi elles sont pas bonnes? Parce qu'elles t'arrangent pas. Et du coup, là, ils commencent à être un petit peu embêtés. Et alors, alors, je vous dis ça parce que le communiqué de presse est sorti hier, je l'ai envoyé à des journalistes, avec un petit groupe de malades, pas de malades, d'activistes, je dirais, de défense du Lyme au niveau mondial. On était une petite dizaine. On est allé à l'OMS, où l'OMS était complètement sous contrôle, pour l'instant, on ne veut pas trop bouger. Donc on est allé à l'ONU, voir le Haut Commissariat des droits de l'homme pour dénoncer une violation des droits de l'homme, en montrant, il y a tout un dossier très bien fait, avec beaucoup de références scientifiques pour montrer justement la maltraitance des enfants séparés de leurs parents, le refus de soins. Et donc il y a un rapporteur spécial de l'ONU qui va diligenter une enquête, va exiger un rapport de l'OMS, va regarder un petit peu ce qui se passe dans cette forme un peu de corruption légale aux États-Unis sur les tests. Et donc je pense que ça peut avoir du poids, parce qu'on est allé au plus haut niveau de l'ONU, qui est autorité quand même au-dessus de l'OMS, pour dénoncer ces choses-là. Et voilà, donc mon livre qui est en vente là, moi je fais un petit peu de pub au passage, mais je vous rassure, il n'est pas ici il y a toutes les références techniques scientifiques, mais il est écrit en langage public comme un roman policier, donc il n'est pas compliqué à lire. Et voilà, je vous remercie ici.